tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du Quoi Lecture de janvier, où je reviens sur mes lectures de décembre. Encore une fois, une dernière fois, désolé, je suis un petit peu down en ce moment, je suis un petit peu fatigué, donc forcément l'énergie y est moins. Je sens que ça commence à venir là, à force de tourner, à force de vous parler de bouquins, je sens que ça commence à revenir, mais voilà, je suis pas dans un état de forme optimum, mais là encore, je viens de devenir papa, donc forcément ça a un petit impact, et sur le moral, et sur la fatigue, ce qui est attendu. J'ai pas fait exprès, mais on va terminer le mois sur deux premiers romans. Le premier roman d'Agatha Christie et le premier roman d'Alexandre Papin. Alors vous vous posez peut-être la question, mais qui est Agatha Christie? Donc on va commencer avec la mystérieuse affaire de Styles. Lorsque la richissime Emily Inglethorpe est retrouvée empoisonnée dans son manoir de Styles, les soupçons se portent rapidement sur son très jeune mari, Alfred Inglethorpe. Mais le verdict paraît trop évident au colonel Hastings, qui décide de faire appel à son vieux compagnon, Hercule Poirot. Ce dernier met alors tout en œuvre pour découvrir à qui pourrait profiter le crime, car il y a aussi les beaux enfants de Madame Inglethorpe et Cynthia, la protégée de la défunte. Tous auraient pu se procurer la strychnine fatale. Traduction révisée de Thierry Arson. Je souris parce que la strychnine, c'est vraiment un truc très Agatha Christie pour le coup. Et Poirot, donc premier roman d'Agatha Christie. Et on va pas être d'accord, tout le monde va pas être d'accord. Je l'ai trouvé très moyen. Très moyen. Dans le sens où, effectivement, dès le début, t'as un suspect qui est extrêmement suspect. Et du coup, tu te dis, bon, alors lui, c'est pas lui. En fait, t'as des défauts que je suis content qu'Agatha Christie n'ait pas d'habitude. C'est-à-dire des défauts qui vont devenir les qualités en s'inversant d'Agatha Christie. En l'occurrence, vous m'entendez souvent dire d'Agatha Christie que ce que j'aime dans ses romans, c'est que tout est très clair. Je pense notamment au Crime de l'Orient Express. T'as l'impression de tout savoir, t'as l'impression d'avoir tout vu, d'avoir la vue complète du problème tout le temps. Celui-là, t'as jamais cette impression. Tu te dis, mais attends. Alors, il y a 2 témoins qui ont entendu 3 conversations, mais dont un des interlocuteurs sont inconnus. T'as des morceaux de testament brûlés dans la cheminée. Bon, bah, la subtilité, tant pis, du coup. T'as la mort qui a été empoisonnée, qui a bu 2 boissons avant d'aller se coucher. Il y a eu un café en début de soirée, un cacao au milieu de la nuit, l'un des deux a peut-être été empoisonné, on ne sait pas. T'as de la strychnine partout dans la baraque. Au départ, je me suis dit, c'est quand même bizarre que, je sais plus qui, un personnage qui a un établi avec de la strychnine et d'autres poisons dedans. Je me dis, ça c'est suspect, ça. Mais en fait, tu vois qu'il y a de la strychnine partout, absolument partout. T'as quelqu'un qui est allé voir le pharmacien, t'as quelqu'un qui a étudié la strychnine, t'as un médecin aussi dans les suspects. Bref, t'as de la strychnine partout. Et du coup, tu te dis, bon bah vas-y, dis-moi qui est le coupable, parce que là, je suis perdu. Je sais plus où regarder, voilà. Et la résolution est même pas satisfaisante. Je vais pas vous spoiler qui est le coupable. C'est même un peu impressionnant à quel point c'est pas satisfaisant comme fin. J'ai noté que le début m'évoquait beaucoup Sherlock Holmes, parce que c'est le colonel Hastings qui raconte l'histoire. Et le colonel Hastings est vraiment en mode, je vais vous parler d'une enquête à laquelle j'ai été mêlé, mais que je n'ai pas menée moi-même. Exactement comme Watson commence une étude en rouge. Et en plus, Hastings vient juste de revenir de la guerre après avoir été blessé, exactement comme Watson. Je serais pas surpris que le clin d'œil à Sherlock Holmes soit volontaire. Mais ce qui me frappe, et ce qui me rassure aussi beaucoup, c'est que Agatha Christie n'a pas spontanément été Agatha Christie. C'est-à-dire qu'elle a vraiment mûri son style. Tu sens une énorme différence entre la mystérieuse affaire de Styles et Ils étaient 10, ou Les 5 petits cochons, où là, tu sens qu'il y a plus de bouteilles. Enfin, moi, j'ai senti que elle avait compris comment faire vivre ces histoires, et aussi et surtout comment impliquer le lecteur là-dedans, parce que là, au bout d'un moment, j'étais perdu, quoi. J'étais vraiment en mode, donne-moi la résolution, j'arrive plus à suivre, il y a trop d'éléments, c'est trop compliqué. Par contre, et ça c'est impressionnant, il y a un truc qu'elle a touché au cœur dès le premier roman, et ça c'est incroyable, c'est le personnage de Poirot. Le personnage de Poirot, que ce soit dans Mort sur le Nil, que ce soit dans Le Crime de l'Orient Express, que ce soit dans ABC contre Poirot, dans Le Meurtre de Roger Ackroyd, c'est ce personnage-là. J'allais dire, il n'a pas évolué. Elle avait déjà tous les éléments de Poirot dès le premier roman. Et il sauve le bouquin. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est vraiment l'enquête est noyante, ça n'existe pas comme mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'enquête
prend vraiment toute la place et puis prend toute ta place dans ta tête et du coup c'est pas un bon moment. Les autres personnages sont pas intéressants, notamment Hastings qui raconte l'histoire, il arrête pas de prendre Poirot de haut et c'est insupportable parce que c'est son point de vue qu'on a et du coup toi tu sais que Poirot il est bon quoi, il est en train de résoudre l'enquête, mais d'une part Poirot fait vachement de rétention d'infos, alors c'est justifié à la fin, mais quand même c'est pas agréable, un peu un reproche que je faisais au meurtre de Roger Ackroyd aussi. Et d'autre part, Hastings est vraiment en mode, bah décidément, il est devenu con avec la retraite, hein, Poirot est un peu, hein, et un peu zinzin, hein, c'est un grand inspecteur, bon, il reste ce qu'il reste, mais et t'as envie de dire, ferme ta gueule, c'est Hercule Poirot, toi tu passes à côté de tout, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule. Et du coup, ouais non, c'est vraiment la personnalité de Poirot, avec les petites cellules grises, avec le fait qu'il en fasse des tonnes quand il s'agit de détourner l'attention. Tout ce qui fait le personnage d'Hercule Poirot est déjà là, et bien là, et fait que les retournements de situation un peu dramatiques, où il va dévoiler une de ses cartes qu'il avait, qui innocente quelqu'un, ou qui accuse quelqu'un, ou... Enfin voilà, tous ces trucs-là, c'est très Poirot, et c'est déjà là, et ça, je trouve ça assez rigolo, et très divertissant pour le coup. Le personnage de Poirot est très divertissant. Dès qu'il est plus là, on se fait chier avec les suspects, avec Hastings. J'ai eu l'impression qu'Agatha Christie meublait pour remplir le livre. Et à un moment donné, Hastings en est à donner ses théories. J'ai l'impression qu'on s'en fout de tes théories, Hastings. T'es à côté de la plaque, et on le sait. Je peux pas dire que ça a été une lecture très plaisante. Je peux dire que ça a été une lecture... Ça a certainement été une lecture. C'est intéressant de voir d'où est partie Agatha Christie. Parce qu'il y a déjà la germe de ce qu'elle deviendra par le personnage de Poirot. Mais tout n'est pas encore là. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, c'est un livre qui a une vraie valeur, mais si vous devez lire un seul Agatha Christie, je vais continuer de lire plusieurs Agatha Christie, je pense que quand j'aurai lu une bonne partie de sa bibliographie, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit dans le top 10. Ou alors à la fin du top 10, genre si vous voulez lire des livres d'Agatha Christie, commencez par le premier, c'est intéressant, mais genre si vous devez en lire 3, il est pas dedans, quoi. Déjà, il est pas dedans. Si je devais en construire 3, ils étaient 10, c'est un chef-d'œuvre. Le crime de l'Orient Express et le meurtre de Roger Ackroyd. Pour moi, c'est les 3 qu'il faut lire, de ceux que j'ai lus en tout cas pour l'instant. Celui-ci, franchement, il est très indispensable. Il a une valeur de curiosité, mais en tant qu'enquête, moi, il m'a pas convaincu du tout. Et le personnage de Poirot, on le trouve dans d'autres livres, donc c'est pas la peine de lire celui-là pour avoir ce personnage-là. Donc voilà, un peu déçu, mais ma foi, c'est pas grave, ça arrive. Et le premier roman d'Alexandre Papin, qui est l'un d'entre vous, et je suis content parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de lire son livre, mais en fait, il se lit très facilement, donc ça m'a permis d'aller au bout de son roman avant de tourner ce coin lecture de janvier. Il était une autre fois. 10 ans après la mort soudaine de son amour de jeunesse, Victor est toujours hanté par le souvenir de Clara. Incapable d'avoir pu refaire sa vie, il a passé la dernière décennie à ressasser le passé et à s'accrocher aux souvenirs des trop courts moments passés ensemble. Mais le jour anniversaire de la disparition de Clara, il tombe sur le journal intime disparu que la jeune femme tenait avant de mourir. Pourtant, dans ce journal, Clara y décrit des événements ne s'étant jamais déroulés, une réalité dans laquelle elle n'est jamais morte. À travers les pages de son journal intime, Clara y décrit sa vie aux côtés de Victor pendant ces 10 dernières années. Il y découvre alors que sa vie aurait pu être ce qu'elle aurait dû être. Luttant entre ses propres souvenirs et ceux de cette vie alternative, Victor devra apprendre à distinguer le réel de l'hypothétique, mais comment ne pas se perdre dans cette réalité idyllique fantasmée pendant tant d'années. C'est intéressant. Alors, je lui ai demandé, il m'a dit, tu peux dire tout ce que tu veux du livre, donc je vais dire tout ce que je veux du livre. Bon, je commence par là, mais c'est un point d'entrée comme un autre. Hein. Le style est pas bon. Je suis désolé de le dire de but en blanc comme ça. Tu sens qu'il n'y a pas un travail fou sur le style. Ça a les défauts de style de tous les livres de jeunes auteurs. Je vais vous lire le début, ça va être plus simple. Ce chemin était familier à Clara, elle l'avait emprunté un nombre incalculable de fois. Après le bureau de tabac de la rue Victor Hugo, il fallait prendre le boulevard de l'Opéra avant d'arriver sur la place des Martyrs. Le parcours reliant son appartement à celui de Victor, elle en connaissait tous les détails. La durée des feux rouges. Le nid de poule de la poste qui mettait à rude épreuve les amortisseurs de sa petite voiture. La cabine téléphonique laissée à l'abandon que les taggers s'étaient appropriée. Le patron du kebab bedonnant en train de fumer sa cigarette devant son établissement. Clara avait mémorisé malgré elle chacun des éléments de ces éléments qui marquaient son quotidien. Là, tu vois, instinctivement, j'ai viré le démonstratif. Parce que Clara avait mémorisé malgré elle chacun des éléments qui marquaient son quotidien, ou chacun de ces éléments qui marquaient son quotidien. Tu vois, ça alourdit la phrase, ça alourdit le style. Mais tout cela allait bientôt appartenir au passé. Elle allait dire adieu à son appartement pour s'installer chez Victor et commencer leur vie à deux. Ce chemin, elle ne le prendrait plus. Les phrases sont trop courtes. Et là, il y a un fixe extrêmement simple, c'est tu remplaces les points par des virgules. Et d'un coup, ça devient plus fluide. Deuxième page. Alors que lui venait à l'esprit l'histoire de leur première rencontre, Clara fut ramenée sur terre par un agressif coup de klaxon derrière elle. Le feu venait de passer au vert et le conducteur du 4x4 derrière elle
2 fois derrière elle, une répétition, faisait déjà des grands signes, lui intimant gentiment de bouger ses fesses. Voilà, on est dans le sarcasme, c'est pas la peine. Clara passa donc le feu et prit à droite pour s'engager sur un boulevard. Alors qu'elle regardait le tableau de bord et prit conscience de l'heure, il ne lui restait plus que quelques minutes si elle ne voulait pas arriver encore en retard à leur rendez-vous. Devant le temps qui filait, elle décida d'accélérer l'allure. Heureusement, les rues étaient assez dégagées pour un mardi après-midi et elle pouvait circuler tranquillement. Mais un nouveau feu rouge vint l'arrêter dans sa course. L'optimisme de Clara fut alors mis à l'épreuve par le feu tricolore le plus lent du monde. Après d'interminables secondes, celui-ci passa enfin au vert. Alors moi je sais ce que tu es en train de faire, parce que j'ai lu la suite et parce que je sais, voilà, je sais ce qui va se passer. Mais première impression, première page, et on passe 2 paragraphes sur ah là là, attendre au feu rouge, vraiment c'est long. Voilà, et c'est maladroit parce que c'est lent, et l'auteur, le lecteur, le nouveau lecteur, s'emmerde forcément. Mais bon, c'est le style. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par là, ça aurait peut-être été plus intelligent, c'est pas grave. Écoute, je le dis comme ça vient. Je me permets d'être frontal comme ça parce que la dernière impression est vraiment positive. Est-ce que j'ai aimé ton livre? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, mais il y a 2 gros mais. D'une part, le style, tu vas voir si tu lis mes notes de lecture que tu peux trouver dans la description de la vidéo. Je m'adresse à l'auteur, mais je devrais m'adresser aux spectateurs de cette vidéo. Donc si vous regardez mes notes de lecture que vous trouverez dans la description de la vidéo, vous verrez qu'il y a beaucoup de reprises, mais tu sais, des reprises genre, là il y a une faute de frappe, là il y a une erreur de conjugaison, là il y a une répétition, là il y a... Et ça, c'est des trucs qu'une maison d'édition devrait corriger, ou que tu aurais pu corriger entre lisant. Enfin voilà, c'est des trucs vraiment très techniques. Il y a d'autres fois où je me dis, là t'as employé un mot, je suis pas sûr que c'est le mot que tu voulais y employer. Enfin bref, ça sent pas la maîtrise, quoi. Ça fait pas maîtriser. Mais ça, c'est la technique. La technique, c'est important, mais quand t'as un lecteur de bonne volonté comme moi ou comme d'autres, un lectorat qui va se dire « je vais pardonner des trucs », ce qui n'est pas le lectorat moyen, hein, ce qui n'est pas le lectorat que tu cherches à convaincre quand t'es auteur, on va passer outre ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a ? On a une histoire qui est limpide, c'est-à-dire qu'on s'embarrasse pas de plein de détails inintéressants. On a vraiment l'histoire d'un homme qui a perdu sa petite amie, qui 10 ans après a toujours pas fait son deuil, et qui du coup tombe sur ce journal intime qui s'écrit lui-même, et du coup ça va avoir un impact sur sa vie, qui va d'abord croire être bon, mais qui va évidemment être mauvais, et à la fin il apprend une leçon. C'est attendu, mais c'est à son cœur si tu veux, c'est bien écrit parce que les émotions sont là. J'étais émotionnellement investi dans le personnage principal, le protagoniste. Donc à ce niveau-là, ça fonctionnait. Parce que, pareil, très peu de personnages, l'essentiel quoi, t'es allé vraiment à l'essentiel et ça fonctionne. Petit défaut de construction de l'histoire, t'as tendance à... je continue de m'adresser à l'auteur. Bon, tant pis, on continue comme ça. T'as tendance à introduire les trucs un petit peu tard par rapport au moment où ils vont être utiles. Je pense notamment... Il y a un moment, il y a un ours en peluche, qui est important. Et tu as introduit cet ours en peluche dans le journal intime de Clara, 2 pages avant que cet ours en peluche ait une importance dans le monde de Victor. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact si cet ours en peluche avait été introduit vers le début du roman. C'est-à-dire si au début du roman, il se rappelait qu'elle dormait toujours avec cet ours en peluche, ou elle lui avait parlé de cet ours en peluche qu'elle avait perdu quand elle était jeune. Un truc avant. Parce que là, ça fait très introduction d'un élément et paiement de cet élément dans les pages qui viennent. Alors que la construction d'un bon roman, mais d'une bonne œuvre en général, d'une bonne fiction en général, c'est préparation au début et paiement au fur et à mesure. Je pense notamment, c'est lequel? Je pense notamment à un livre, je sais plus lequel, Le Hobbit. Le Hobbit de Tolkien, qui a des paiements que j'avais pas vu venir, parce que tout était préparé, mais je savais pas que c'était des préparations. Je pensais que c'était des histoires, voilà, des histoires ABCD, et j'avais pas compris qu'on était en train d'énumérer l'alphabet. Du coup, à la fin, quand plusieurs de ces éléments reviennent, je me dis « Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça au début, trop bien !» Ça te récompense pour avoir été attentif. Que là, t'as pas besoin d'être attentif, parce que on va te donner ce dont tu vas avoir besoin juste après. Donc voilà, ça c'est un petit défaut d'écriture que t'as, mais c'est 3 fois rien. Par contre, et là, on va être obligé de spoiler. Si vous voulez pas être spoilé, si vous avez envie de découvrir ce livre, ouais, si c'est quand même un élément... Non, en fait, c'est un élément très important. Donc, si vous voulez pas être spoilé, passez à la fin du time code quand on va faire le récap du mois. Sinon, vous pouvez rester à 1. J'estime que si vous êtes encore là, on peut spoiler. 3, 2, 1... Désolé, hein, la team vaisselle, mais je dois vous parler d'un truc parce que c'est vraiment constitutif de mon opinion sur le livre. Donc ouais, à la fin, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a un double twist. Le problème, c'est qu'il y a un des ressorts de ce double twist que j'aime pas du tout. C'est-à-dire que il va se rendre compte à la fin que c'est elle qui s'est sacrifiée... Enfin, dans la continuité première de l'histoire, c'est lui qui a eu l'accident de voiture qui l'a tué elle dans cette nouvelle réalité. Et à partir de cet accident de voiture, ils ont construit leur vie ensemble. Et elle, au bout de 10 ans, alors lui est mort au bout de 10 ans,
et elle a décidé de se suicider pour inverser leur place dans cet accident de voiture-là. C'est-à-dire qu'elle a offert sa vie pour que lui vive les 10 années qui se sont passées. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que lui voulait avoir des enfants et elle a avorté sans lui dire. Et j'ai un énorme problème moral avec le fait que la femme du protagoniste se soit suicidée parce qu'elle a eu un avortement dans le dos de son homme. Je comprends, si vous voulez, il y a toute la dimension de la culpabilité qui est bien sûr, mais ça me pose vraiment problème que ce personnage-là se sente tellement coupable d'avoir eu un avortement qu'elle se suicide. Il y a une association d'idées là qui est très malsaine. Et je sais que c'est pas l'idée, je sais que c'est pas... j'ai tué un enfant, comment j'ai... Enfin voilà, il n'est pas question de ça, il est plus question de... J'ai trahi la confiance de l'homme que j'aime à un niveau extrême, c'est-à-dire que lui espérait devenir père, et le jour où je tombe enceinte, j'avorte dans son dos, c'est une problématique qui est terrible, mais j'aurais préféré que... Enfin, je sais pas, moi ça me pose vraiment problème, surtout que lui pardonne cet avortement après. Et sur le coup, il le vit évidemment comme une trahison extrême, mais il lui pardonne. Et il meurt après d'une crise cardiaque, et là, elle se dit, j'ai gâché sa vie, pendant 10 ans, il a espéré devenir père, et j'ai gâché ses 10 ans, je vais me tuer pour lui donner ses 10 ans. Je dis, wow, non, voilà. Ça fonctionne pas du tout. Alors, si le livre s'arrêtait là-dessus, ce serait extrêmement cynique et très mal vu, mais l'espèce d'engeance cosmique qui a permis à la femme de faire ce deal propose à Victor de refaire encore une fois l'histoire pour faire en sorte qu'ils ne se rencontrent jamais. Et lui choisit de... Ça reste très cynique, hein, en fait, quand j'y pense. Lui choisit de... Non, j'ai passé ces 10 années... J'ai gâché les 10 années que ma femme m'a offert en... C'est terrible, hein? C'est terrible comme bouquin. J'ai gâché ces 10 années que ma femme m'a offert en se suicidant, mais je préfère avoir vécu 10 ans à ne pas pouvoir tourner la page de sa mort plutôt que de ne l'avoir jamais rencontrée. Ça finit pas bien, là. J'étais en train de me dire, j'étais sûr que ça finissait bien, et en fait, en le formulant, ça finit pas bien du tout. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Donc est-ce que je vous le conseille? Et en même temps, je peux pas dire que j'ai pas aimé la lecture de ce livre parce que émotionnellement, j'étais attaché au personnage et c'est ce qui importe finalement, c'est ce qui importe vraiment. Au-delà du style et peut-être au-delà du message, mais le message c'est important quand même, c'est super important quand même. Donc est-ce que je vous le recommande? Je vais dire non. Je vais dire je vous le recommande pas parce que à son cœur, il y a quand même ça. Il y a une femme qui s'en veut tellement d'avoir avorté dans le dos de son mari qu'elle se suicide pour que lui vive. Et ça craint quoi, ça craint un max quoi. Donc on va en rester là. Je vais vous parler maintenant des livres du mois dans mon ordre de recommandation, sachant que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a des livres pour jeunes parents, donc je sais pas comment je vais les... Mais je vais me merder. Je vais me démerder et on va voir ce que ça va dire. Bon bah là, en les triant dans mon ordre de recommandation, je me rends compte que c'est pas le mois de la grosse folie. Hein. C'est... Ouais, pas beaucoup de bonnes grosses lectures ce mois-ci. Dernière place, Les parents imparfaits, jeune papa. Si jamais vous avez un nouveau parent dans votre entourage... offrez-lui quelque chose de mieux, offrez-lui une bouteille, c'est plus sympa. Et faites vos propres vannes, parce que vous savez ce qu'il ferait rire, et ça, je suis pas sûr que ça soit, que tout lui fasse très beaucoup rire. Ensuite, guide de survie du jeune papa, parce que c'est pas gagné d'avance les mecs, de Laurent Moreau, exactement le même commentaire. C'est dommage, parce qu'il y a quelques étincelles de bonne volonté dans ces deux livres, mais c'est noyé dans « J'essaye d'être drôle et je suis pas très drôle !» Et du coup, c'est un peu dommage. On passe un peu à côté de ce qui pourrait être la force de ces romans-là. Il était une autre fois d'Alexandre Papin. On en a parlé dans cette vidéo. Il y a une chose qui me dérange beaucoup, une chose qui me dérange un peu. Ça a été une lecture agréable, et le mais est énorme. Donc, je peux pas dire que je vous le recommande vraiment chaudement. Sorcière, puissance invaincue des femmes, de Mona Chollet. On en a parlé en début de mois. Je pense que les personnes à qui je le recommanderais l'ont déjà lu. Donc, est-ce que je le recommande aux autres? Ça me semble pas être une super porte d'entrée dans le féminisme. Donc, franchement, on est sur... non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais si vous êtes curieux du féminisme, c'est une lecture à faire. Maria Montessori, l'enfant, un peu pareil. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas un mois très riche. Un peu pareil, Maria Montessori, sa psychologie, son approche de l'éducation des enfants est très intéressante. Est-ce que je vous inviterai à la lire, elle, pour être introduit à cette philosophie? Franchement, non. Il y a des bouquins de vulgarisation Montessori qui sont plus adaptés et plus accessibles.
Donc je pense pas que ce soit une lecture indispensable ou même très utile quand tu as un enfant. Quand tu veux devenir moniteur ou voilà, quand tu veux travailler avec des petits-enfants, là c'est... Oui, là évidemment, mais là on n'est plus dans le cadre d'une vidéo sur YouTube où je donne mon opinion sur des livres si vous voulez. Est-ce que je le recommanderais à un kidam, quoi, à quelqu'un qui regarderait cette vidéo? Franchement non. Franchement non. Ensuite, Grandir avec Nathan, le guide des nouveaux parents. Il y a des réponses à certaines questions, feuilletez-le, voyez si ça vous va. Moi, je sais que j'ai appris pas mal de trucs, j'ai oublié sans doute beaucoup plus de choses que je n'ai retenues. Donc voilà, mais c'est un livre de référence, c'est-à-dire que ça va être, je vais m'en servir pour y retourner quand j'aurai des questions. Mais voilà, c'est un des rares achats que j'ai fait en tant que jeune parent que je regrette absolument pas. Deuxième achat que je regrette absolument pas, Montessori de la naissance à 3 ans, donc c'est l'application de ce que je vous disais, c'est-à-dire si vous voulez vous initier à la philosophie Montessori, passez plutôt par des livres qui vont l'appliquer à votre vie du 21e siècle, quoi. Et voilà, des bébés modernes dans un environnement moderne, je pense que c'est plus intéressant, et surtout qui s'adresse à des parents et pas à des éducateurs, pas à un public académique. Je pense que c'est plus intéressant, et là, pour le coup, ça c'est quelque chose que je vous recommande. Pour que La mystérieuse affaire de Styles soit le deuxième livre que je vous recommande le plus, c'est que ça a vraiment été un petit mois. Parce que, est-ce que je vous le recommande? C'est intéressant, c'est une curiosité, donc ouais, ça peut valoir le coup. Maintenant, je peux pas dire que j'ai énormément kiffé le lire, mais je peux pas dire que j'ai énormément kiffé lire aucun de ces livres-là. Dernier livre, seule exception, Circe de Madeline Miller, est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Là, pour le coup, c'est une très chaude recommandation. Et je suis content d'avoir lu ce livre-là, parce que sinon, on serait vraiment, on aurait vraiment fini le mois sur quelque chose de très difficile, mais gros kiff, en particulier si vous aimez la mythologie, et en particulier si vous êtes un peu sensibilisé au féminisme, et que vous avez envie de lire une fiction dans cet univers-là. Voilà, les livres du mois prochain, sachant que nous sommes déjà le 11, donc le mois prochain c'est ce mois-ci, et je vais pas avoir le temps d'en lire beaucoup. Et d'ailleurs, si je lis à un rythme moyen, j'aurai même pas le temps de tous les lire, donc j'espère que j'aurai le temps d'en lire. Écoutez, j'espère que j'aurai le temps de tous les lire, mais je vous le garantis pas. Je vais faire de mon mieux. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Mon emploi du temps est un peu bousculé. Vénus pour Milo, qui est le livre de l'une d'entre vous, parce que cette fois-ci, je vais commencer par les livres de viewers, parce que sinon, j'ai peur de ne pas avoir le temps de les lire. C'est de la science-fiction. Ça parle de voyage dans l'espace, de Katia Goriachkin. J'espère que j'ai pas massacré ton nom. Voilà, hâte de le découvrir. Il a l'air assez sympa. L'histoire me plaît. Deuxième livre d'abonnés, parce que le mois prochain, c'est le mois d'après, c'est le mois spécial saga, donc il n'y aura pas de livre d'abonnés, donc je prends de l'avance, parce que j'en ai encore plein des livres d'abonnés, et qu'il est grand temps que je commence à vider un peu cette case dans ma bibliothèque. Nosfuria Cataclysme de Virginie KZL. Là, pour le coup, je suis un peu moins enthousiaste, parce que la couverture fait un peu amateur, hein, désolé. Mais ça m'est arrivé d'être plaisamment surpris, d'être surpris en bien, voilà. Donc, je n'exclus pas cette hypothèse et j'ai hâte de le découvrir quand même. J'ai envie de lire des enquêtes en ce moment. Je me suis dans une humeur Agatha Christie, donc je me suis dit que j'allais enfin me lancer dans les enquêtes d'Agatha Raisin de MC Beaton avec cet épisode qui est Cache-cache à l'hôtel. J'espère que je vais aimer parce qu'il y en a plein. Ça a l'air rigolo, ça a l'air souriant comme genre d'enquête, donc j'espère que je vais rentrer dedans. Toujours dans le même esprit, Agatha Christie, un cadavre dans la bibliothèque. On continue la découverte de la bibliographie d'Agatha Christie, mais cette fois-ci, et ça va être mon premier, Miss Marple. On n'a pas Hercule Poirot, on a l'autre personnage fétiche de Agatha Christie. C'est pas bien les yeux du dragon, demande Stephen King dans le fameux épisode du pire éditeur au monde. Eh ben on va voir si c'est pas bien, j'espère avoir le temps de le lire, celui-là encore une fois, parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais le lire. Donc de la fantasy, mais écrite par Stephen King, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère avoir le temps. Karin Slaughter, Mort aveugle, c'est un thriller, j'ai envie de lire des enquêtes, j'ai envie de lire des thrillers, ça fait un moment qu'il est sur ma pile à lire, hop, il va y passer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu de roman Star Wars, j'ai envie de roman léger en ce moment. Hein. Donc Riposte, écrit par Chuck Wendig, l'auteur des Somnambules, donc si j'arrive à retrouver sa patte dans ce livre, ça va être une très bonne lecture. J'ai la suite aussi de Riposte, donc je vais peut-être le lire. Et celui-là, vous m'avez tanné pour que je le lise, donc pourquoi pas. Légende de David Gemmell, le premier tome des aventures de Drus, qui, sauf erreur de ma part, est un elfe noir. Je dis peut-être une connerie, mais voilà, vous m'en avez beaucoup parlé pour m'en dire beaucoup de bien, donc j'espère ne pas être déçu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, j'espère, pour la suite du coin lecture. Il est possible que ça saute, je vous rappelle, emploi du temps chaotique. Donc j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine pour la suite. Je vous laisse avec la question de la semaine qui a un rapport avec le livre d'Alexandre Papin. Et vous, si vous pouviez pactiser avec le diable pour refaire le passé, le feriez-vous?
On a tous des événements dans notre passé qu'on regrette ou qui nous polluent, quoi. Je pense à la perte de proches. Est-ce que vous pactiseriez avec le diable pour changer ces choses-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie dont vous vous dites, ça, je pourrais le changer, et peu importe ce qui m'arriverait, ça, il faut que ça change. Parce que j'arrive pas à passer ce truc-là, parce que j'arrive pas à faire mon deuil de ça. Moi, ma réponse, ça sera, c'est non, parce que aujourd'hui, c'est pas évident dans ces dernières vidéos, mais aujourd'hui, je suis franchement plus heureux que j'ai jamais été. Je suis vraiment au top de ma vie, je suis construit, je suis posé, j'aime ma vie en ce moment, j'aime ce qu'elle est. Et toutes mes erreurs, toutes les personnes que j'aurais préféré jamais rencontrer, tous les coups durs que j'ai vécus, tout ce qui m'est arrivé de vraiment naze, ça m'a mené ici aujourd'hui. Et ici aujourd'hui, je suis bien. Et je risquerais pas de perdre ça pour corriger des trucs, même s'il y a des trucs que j'aurais aimé faire différemment, évidemment. Voilà, est-ce que vous seriez prêt à pactiser avec le diable pour refaire le passé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler sans doute des 2 livres d'abonnés, probablement pas de plus. On verra. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Merci pour votre attention, merci pour votre patience et à la semaine prochaine pour la suite. Bisous tout le monde.